Je suis donc dans les jardins du Centre international de séjour de Lyon, en compagnie d'un des intervenants du colloque du RAO sur l'astrologie et l'argent, Emmanuel Lubillan, qui vient. Vous êtes du département de Côte d'Armor. Côte d'Armor, d'accord. Anciennement Côte du Nord. Côte du Nord. Donc, vous me disiez pour commencer que vous n'aviez pas commencé l'astrologie avec les courses de chevaux, puisque c'est le sujet de votre intervention. Si, justement, j'ai découvert l'astrologie à travers les courses de chevaux. Vous avez connu les courses de chevaux avant de vous intéresser à l'astrologie. Oui. Et alors, quel est le cheminement que vous avez suivi pour passer? Vous êtes posé des questions ou quelqu'un a attiré votre attention sur cette question? C'est un petit passage dans un livre d'astrologie où il parlait de l'astrologie appliquée aux courses. Et donc, je me suis intéressé au sujet. Et puis, voilà quoi. Après, je suis rentré plus dans l'astrologie. On va plutôt prendre. Et maintenant, vous revenez un peu à vos amours d'origine, en fait. Oui, enfin, j'ai toujours pratiqué l'astrologie appliquée aux courses. Mais vous ne faites pas que ça. Non. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu, en prélude de votre intervention qu'on ne va pas filmer, quelle est la méthodologie? Est-ce qu'il faut avoir le thème des chevaux, le thème des jockeys, le thème de la journée? Plus on a d'éléments, mieux c'est. C'est sûr que si on a le thème de tous les jockeys, tous les entraîneurs, tous les chevaux, ce sera plus on a d'éléments pour juger. Est-ce que vous croyez à ce qu'on appelle l'astrologie animale? C'est-à-dire que les animaux aussi sont marqués par l'astrologie. Pour moi, l'astrologie s'applique à tout. Voilà, c'est ça. Ouais. Y compris au siège sur lequel vous êtes assis. Oui. La date de naissance. Voilà, ouais. C'est une sorte de microscope qui permet de voir de plus près les choses. Pour moi, ça s'applique autant à ce siège-là qu'à l'univers dans son ensemble. C'est votre philosophie, voilà, de panstellarisme, Oui. C'est lié pour moi. Alors, on dit souvent aussi que si on n'a pas un bon thème, on ne peut pas gagner aux courses. Si on n'a pas un thème favorable à la... Est-ce que ça joue aussi le déterminisme du thème personnel pour gagner aux courses Oui, bien sûr, on a plus ou moins de facilité, mais je pense qu'il y a quand même un libre arbitre. On n'est pas déterminé dans un carcan bien précis. Je pense qu'on peut en sortir. Sinon l'astrologie n'a pas d'utilité. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est une. Donc pour vous, l'astrologie, ça permet de savoir. Il faut dépasser le thème. C'est ça. Il faut dépasser le thème. Voilà. Je pense que c'est le but. Sinon, oui. Quel intérêt d'essayer de savoir où on va si de toute façon on ne pourra pas intervenir. Vous donnez des consultations vous-même? Oui. Donc vous allez dans cette direction par rapport à vos patients ou vos clients? Vous leur dites, j'essaie de leur faire partager ma vision des choses, forcément. Oui. Vous faites un peu du coaching? Si on veut. Vous avez... Non, parce qu'il y a des fois qui ont une idée moins claire de ce qu'ils veulent. Oui. Ce qu'ils veulent. Moi, en consultation, j'essaie d'aider les gens. Si moi, j'estime avoir réussi ma consultation, si j'ai pu apporter quelque chose et que la personne va pouvoir avancer grâce à ça. Mais est-ce que c'est pas un petit peu difficile, dangereux, si on peut dire, entre guillemets, donc finalement, si quelqu'un ne réalise pas ce qui est prévu dans son thème, c'est qu'il l'a dépassé. Ou est-ce que l'astrologie s'est trompée? Après, ça, chacun l'interprète à sa façon. Mais c'est vrai que on peut retourner le problème sur tous les sens. Oui, c'est vrai que. C'est pour ça qu'il y a des astrologues qui sont un peu réticents à ce point de vue, parce qu'ils ont l'impression que ça les déresponsabilise, parce qu'effectivement, à la fois ça les responsabilise de pouvoir aider la personne à dépasser son thème, mais ça les déresponsabilise en tant qu'astrologue. C'est-à-dire que vous avez deux casquettes, vous êtes à la fois un thérapeute, à la limite, qui essaie d'aider la personne à régler ses problèmes, mais en tant qu'astrologue, vous seriez plutôt déterministe. Moi, j'essaye d'aider les gens à éclaircir leur présent
et là où ils en sont, bien sûr, quand quelqu'un consulte un astrologue, c'est parce que ça va pas bien dans sa vie, la personne est dans le flou, et donc la personne a besoin d'un regard extérieur. Vous pensez un peu comme a dit M. Matin Emmanuel Leroy, que ce qui est important, c'est plus le passé que l'avenir pour se servir de l'astrologie. Les deux sont importants, je pense. Oui. Et moi, j'essaie de mettre les gens dans leurs responsabilités aussi. Que c'est eux qui, quand les gens réussissent quelque chose, c'est eux qui l'ont réussi. C'est pas l'astrologue qui a fait. Non, mais c'est bien de faire passer ce message, M. le Président. Même si c'est pas simple, c'est un peu utopique sans doute, mais oui. Mais bon. Oui, très bien. Mais l'astrologie elle-même, est-ce qu'elle vous paraît satisfaisante dans sa formulation actuelle? Est-ce qu'il y a des zones moins claires, moins solides? Enfin, je ne sais pas, quel jugement vous portez, quelle sorte de l'extérieur, sur l'état du savoir astrologique? L'astrologie en elle-même, enfin, j'ai pas de problème avec ça. C'est plus ce que les gens en font. Oui. Je pense qu'il faut essayer de rester ouvert d'esprit, ne pas s'enfermer dans des carcans. Il n'y a pas un mode de pensée qui est meilleur qu'un autre. C'est une façon de voir les choses. Il faut être ouvert, comme par exemple, comme vous a parlé Emmanuel Leroy, de l'astrologie karmique. Vu sous cet angle-là, c'est très intéressant. Oui. Donc vous dites que l'astrologie, c'est quelque chose qui s'est constitué sur la longue durée, si vous voulez, bien qu'il y ait des éléments nouveaux qui se sont intégrés. Il faut la prendre comme elle est en fait, voilà, et en tirer le meilleur. Quand il y a un problème, c'est pas l'astrologie, le problème c'est plus l'astrologue. L'astrologie, elle a grandi comme elle devait grandir. On ne va pas recommencer on va pas se poser des questions sur, je sais pas, par exemple, sur certaines erreurs qui auraient pu se glisser dans l'astrologie au cours des années. Oui, mais c'est pareil, c'est les astrologues qui ont mal interprété, qui ont mal transmis. Oui, mais alors s'ils ont mal transmis, on en est victime. Oui. Et il faut essayer. Est-ce qu'on ne peut pas redresser ce qui aurait pu être... Si, sans doute. Mais c'est un travail de... Chacun doit y mettre du sien pour essayer d'améliorer. Là, tout à l'heure, je discutais avec des jeunes femmes, enfin un groupe de personnes qui ne sont pas des intervenants, mais qui sont en colloque. Un exemple avec quand on se sert d'un marteau. Ouais. Si on se tape sur le doigt avec le marteau, qui est-ce qui est en cause? C'est pas le marteau. Non. C'est celui qui a... Mais le marteau... s'est servi du marteau. N'empêche que si on vous donne un marteau qui est mal fixé, ça ne va pas arranger les choses. Oui, bien sûr. Oui, mais... C'est ça le problème. Il faut que vous soyez sûr que le marteau il est en bon état, voilà, il a un bon métal, il a un bon bois, il n'y a pas de fissure, etc. Voilà. Sinon, c'est le marteau qui est responsable et pas seulement la personne qui l'utilise. Oui, mais sauf qu'elle n'a pas été intelligente pour s'apercevoir qu'elle n'utilisait pas un bon marteau. Exactement. Oui. Justement, toute la question, c'est... le problème, c'est que la comparaison est intéressante, mais c'est plus facile de vérifier qu'un marteau marche que de vérifier que l'astrologie marche. Oui, bien sûr, non, mais c'était pour... Non, mais c'est pour vous dire que, malgré tout, dans certains cas, le problème de l'astrologie, c'est que c'est pas toujours évident de dire ça s'est fait ou ça s'est pas fait. Oui, non, bien sûr. Surtout si en plus il y a le dépassement. Ouais. Oui, non, mais il faut être... pour rester... il ne faut pas vouloir faire dire l'astrologie plus qu'on ne peut faire dire. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la carence un petit peu du genre féminin dans ces colloques? Il n'y a pas beaucoup de femmes qui viennent aux réunions. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent aux réunions. Il y a quelques intervenants, mais je veux dire, globalement, le public est quand même... je ne sais pas comment c'est en Bretagne, mais dans beaucoup de réunions à Paris. Oui, non, mais c'est vrai. On peut peut-être dire le problème inverse. Disons qu'il manque d'hommes, il manque des hommes. Ouais. À votre avis, il y a quelque chose qui les fait fuir, qui leur fait peur, qui les gêne, qui les embarrasse? C'est je pense, au niveau de la sensibilité. Quoi. Il y a un côté comme, abstrait et tout le côté, comment dire, tout ce qui est abstrait et qu'on ne peut pas... Vous voulez dire que les hommes auraient peur de l'abstraction? En
peu ça. Côté... On dit qu'en généralement, par exemple, on dit généralement que les femmes ne sont pas de très très bonnes mathématiciennes. Oui, oui, oui. Comme je dis, un côté sensible des choses, oui. ressenti. Oui. C'est ça que vous appelez l'abstraction. Ouais, enfin c'est... c'est-à-dire quelque chose qui, quand on dit abstrait, c'est-à-dire que c'est pas complètement prouvé ou complètement évident. Voilà, ouais, il y a un côté, et puis il y a un côté rapport humain dans l'astrologie qui, je pense, convient mieux à la façon d'être en archétype féminin. Vous-même, vous enseignez l'astrologie occasionnellement. Est-ce que vos clients, quand vous les rencontrez, vous leur expliquez certaines choses de l'astrologie, de certaines façons? S'ils le demandent. Autrement, vous entrez directement vous exprimez directement dans un langage qu'ils comprennent, sans leur faire un dessin. Sauf s'ils le demandent, évidemment, mais les gens ne viennent pas forcément pour ça. Non, mais peut-être parce que ça leur permettrait de mieux comprendre ce que vous voulez dire. Oui, mais bien sûr, oui. Mais quand c'est possible, je le fais. Oui. Mais c'est pas toujours possible. D'accord. Ça fait combien d'années que vous êtes dans le milieu astrologique, monsieur Lebillard? J'ai découvert l'astrologie depuis, ça fait une bonne vingtaine d'années. Il y a des gens intéressants dans cette région. Vous avez peut-être rencontré des gens comme Bernard Blanchet, comme Alain Chivray, je ne sais pas, Christophe de Seine, Jean-Marie Le Pelletier, Le Coudray. Je crois qu'il habite à Brest. Vous connaissez des astrologues? Enfin, vous n'êtes pas le seul astrologue en Bretagne, c'est pas très développé. Oui. Vous êtes sur la clé? Vous écrivez sur la clé? Oui. Parce qu'on m'a dit que les gens qui faisaient des choses intéressantes sur la clé, c'était comme ça qu'on les amenait au colloque du RAO. Ah bon? Ah oui, parce que c'est comme ça qu'ils cherchent des gens compétents. Donc, c'est vrai que c'est un moyen d'échange qui est intéressant. C'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, c'est facile. Alors, quand vous êtes... parlons un petit peu de la clé, parce que c'est intéressant. Vous recevez combien des dizaines de messages par jour, comme ça? Vous êtes envahi par les messages? Combien vous en recevez à peu près émanant de la clé par jour? Je ne fais pas le compte. Non, mais ça, en gros, une dizaine, une quinzaine? Peut-être 10 et 15, ça dépend des moments. Quoi. Et vous répondez Non, ça dépend des moments, suivant les sujets. Si ça m'intéresse, je peux participer, et sinon je me contente de lire. Voir si ça ne m'intéresse pas du tout. Ça vous prend quand même une demi-heure par jour, à peu près Ouais. Ça vous permet de ne pas être isolé, justement. Voilà, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez du travail de monsieur Richard, justement, l'astrologie mondiale? Est-ce que ça vous branche, l'astrologie mondiale? Je suis intéressé aussi un peu à la bourse et à l'astrologie mondiale. Est-ce que vous auriez fait une autre analyse de la situation et de la crise que lui? C'est les mêmes configurations que vous mettez en avant? Les grandes lignes, oui. Certains parlent de l'entrée de Pluton dans un nouveau signe. Non, mais ce qu'il a dit me paraît assez réaliste. C'est-à-dire que moi j'ai eu un entretien assez long avec lui ce matin. Moi ce qui me gêne dans ce qu'il dit, c'est que si vous voulez, moi je pense que quand l'astrologue parle, justement vous en parlez, il faut qu'il dise clairement comment il travaille. Donc, par exemple, s'il y a la conjonction c'est pas l'opposition. Oui. Donc il faut que les gens comprennent ce qui se passe à la conjonction, ce qui se passe à l'opposition. Et là, par exemple, la situation actuelle n'est pas clairement oppositionnelle. C'est une crise, mais ça s'accompagne quand même d'énormément de concertations, de rassemblements, de réunions entre les leaders et les responsables. Et moi, je trouve ça plutôt de l'ordre de la conjonction. Et je vous donne un exemple comme ça pour vous faire réagir. C'est-à-dire que ça aboutit plutôt à un resserrement des choses, un resserrement de l'État, un resserrement de la banque, qu'à une dispersion. Même si ce resserrement est le fait justement d'une certaine situation chaotique, mais que la réaction n'est pas justement plutôt de resserrer les choses. Je sais pas. Je suis pas assez. J'ai pas assez de connaissances dans le domaine économique. Là, non, je parle sur le plan théorique déjà, sur le plan de la notion de conjonction. Quand il y a une conjonction, qu'est-ce qu'il y a quand même
il y a quand même une opposition, par exemple, entre la bourse qui monte, qui baisse du jour au lendemain. Un moment, c'est d'un côté. Oui, mais ce qu'on retiendra, si jamais les conséquences de ce mouvement de bourse, ça peut être une réforme des institutions financières, une plus grande puissance de l'État. C'est ça qui ça va en sens. Si vous voulez, je veux dire ça va provoquer à l'opposé un mouvement de révolte. Ben oui, et inversement. Oui. Et justement, la question, c'est qu'il y a toujours ces deux points. Oui, voilà, exactement. Alors la révolte, elle est du côté de l'opposition ou du côté de la conjonction, justement? Je sais pas enfin, je veux dire, l'État, par exemple, si on vous demande à quel moment l'État est le plus puissant, à quel moment les fédérations sont les plus fortes, à quel moment les empires se renforcent, à quel moment la diversité est mise à mal, on essaie de recentrer. Il y a des moments comme ça où les choses sont... on se recentre. L'opposition, en fait, c'est l'apogée du cycle. Hein. Ah oui, d'accord. Donc les choses commencent à la conjonction, oui, et vont croissante d'accord. Jusqu'à l'opposition, d'accord, c'est intéressant. Et croissent ensuite. D'accord. C'est le même cycle que le cycle solide-lunaire. Mais malgré tout, la conjonction, c'est un phénomène astronomique très puissant entre deux astres qu'on voit se rapprocher. Alors que l'opposition, c'est justement la dislocation. Donc, chacun tire de son côté. Donc on ne voit pas pourquoi l'opposition serait l'aboutissement. On pourrait aussi poser le problème inverse, on pourrait dire que la conjonction est l'aboutissement de l'opposition. Ouais. Puisque la conjonction, c'est lorsque les tensions se résolvent, puisque tout se met ensemble. Oui, oui. Voilà, donc il y a quand même des aspects conceptuels qui sont quand même intéressants. Vous êtes un homme de la campagne, vous m'avez dit. Ouais. Donc vous êtes quand même sensible, vous avez les pieds sur terre, vous êtes sensible aux saisons. Oui. Le printemps, c'est pas l'automne, l'été, c'est pas l'hiver. Enfin, j'ai l'impression, moi en discutant, et encore tout à l'heure, j'ai l'impression que les astrologues ont complètement perdu le contact avec les saisons. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les saisons comme une saison, c'est comme il y a une certaine cohérence de la saison. Or, quand vous assistez sur les signes zodiacaux et pas sur les saisons, vous avez l'impression qu'au sein d'une même saison, il y a des forces complètement opposées. Moi, je trouve ça bizarre. On s'attendrait plus à une homogénéité des forces propres à une saison, ou même à un groupe de saisons. Par exemple, il y a des choses qui sont de l'ordre du printemps et de l'été. C'est déjà une cohérence. Tout comme, par exemple, il y a les maisons au-dessus de l'horizon. Et puis, il y a les... Bon. Et j'ai l'impression que, au lieu de penser déjà dans les grandes lignes comme ça, les grandes saisons, les demi-saisons, on se précipite sur les divisions en 12, etc. C'est comme pour les domifications. Vous savez qu'on connaît bien les angles, mais quand on veut diviser après, se diviser, il y a plusieurs systèmes de domification. Oui. Donc, je voulais vous poser la question suivante, que j'ai posée d'ailleurs tout à l'heure, c'est Mars est-il la planète du printemps ou de l'automne? Mars est-il plus à son aise au printemps ou à l'automne, qui sont quand même deux saisons diamétralement opposées, qui ont des logiques inverses? Parce que quand on regarde les domiciles, les exaltations, les réponses ne sont pas claires. Puisque Mars est en domicile à la fois en bélier et en scorpion. Alors le scorpion, c'est le milieu de l'automne, et le bélier, c'est le début du printemps. Est-ce que ça vous choque, monsieur Le Bihan? Non. Vous qui êtes un homme de la nature. Non, parce qu'il y a le côté... Alors c'est Mars qui ne serait pas le même Mars selon la saison, c'est ça? Les deux faces, quoi. Le côté diurne et le côté nocturne. Oui, mais regardez par exemple Jupiter, lui, ses deux domiciles sont l'un en automne, Sagittaire, l'autre en hiver, les Poissons. Oui. Il n'est pas domicilié dans les signes de printemps et d'été. Quand même... Parce que les saisons, c'est fonction du soleil avant tout. Quoi. Oui. Et puis il y a le rapport avec les signes et... Moi j'ai l'impression qu'on passe, qu'il y a des oppositions, on passe d'un signe, dans une même saison, on a l'impression qu'il y a des changements brutaux. Ben si, bélier, taureau, c'est pas du tout pareil. Le taureau, c'est pas du tout la même chose que le bélier. C'est la suite logique. Oui, mais c'est quand même une tonalité très différente. Il y en a un qui est un signe vénusien, l'autre qui est un signe martien, l'autre qui est un masculin, l'autre qui est féminin.
on s'attendrait à ce que dans une seule et même saison, il n'y ait pas des choses complètement différentes qui apparaissent. Non, moi je sais pas, ça me choque pas. Vous êtes vous n'êtes pas cultivateur? Si, j'ai été. Ah bon? Moi j'attendrais de vous une plus grande... à moins que vous ayez observé justement que... Vous avez observé dans votre pratique, dans votre souvenir, vous avez observé des changements aussi marqués du premier mois du printemps au deuxième mois du printemps, du deux premiers tiers du printemps au deuxième tiers du printemps, par rapport au troisième tiers du printemps. Mais en même temps, c'est une suite tout à fait logique des choses, moi je trouve. Oui, non, mais d'une certaine manière, mais pas forcément du point de vue saisonnier. Parce qu'à ce moment-là, les saisons, on finit par ne plus savoir ce qui se passe dans une saison. Après, si effectivement toutes les saisons sont hyper différentes, on finit par ne plus... Si vous dites par exemple à quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie, vous lui dites que l'astrologie est fondée sur les saisons, et qu'après vous lui dites oui, mais finalement, dans la même saison, il y a des planètes complètement opposées par ailleurs, même si que Mars est... Les saisons, c'est quand même avant tout une histoire de signes. De signes? Non, c'est plutôt les signes qui sont plutôt une affaire de saison. Non, faut mettre des choses à leur place. D'accord. Les signes et les saisons, c'est fonction du cycle solaire. Oui. Donc c'est fonction de la lumière du soleil. D'accord. Avant tout. Oui. Pas fonction des planètes, non. Que ce soit. Oui. Après, les signes sont reliés à une planète, par domicile, etc. Voilà, mais leur relation à des planètes est également... alors justement, c'est là le débat, M. Bihan, c'est que il se trouve que, regardez, vous avez les domiciles, eh bien, vous avez les luminaires qui sont dans des signes d'été, n'est-ce pas? Oui. Vous avez Mercure qui est dans un signe d'été et de printemps. Donc, vous avez ils restent dans le même champ, si vous voulez. Oui. Et inversement, en face, vous avez Saturne qui est en Capricorne, en verso, deux signes d'hiver, Jupiter qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, en Sagittaire, en signe d'automne, en Poisson, en signe d'hiver. C'est cohérent, si vous voulez. Oui. Et puis tout d'un coup, on a un problème avec Mars et Vénus, parce que Mars et Vénus... Mais non, avec Mars, justement, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Au contraire. Si vous prenez le bélier, c'est une période où la nature, elle évolue très vite. Oui. Il y a une impulsion... et vous croyez qu'en Taureau, elle arrête d'évoluer? Non. Donc elle devrait continuer à être martienne, là, en Mais Taureau. non, elle est différente. Oui, mais de là à devenir vénusienne, alors que, regardez, la théorie des domiciles ne fait qu'opposer, justement... chaque fois que Mars est fort dans un signe, il y a Vénus qui est fort dans le signe opposé. Oui. Donc, Mars-Vénus. Donc si c'est un couple Mars-Vénus, c'est complémentaire. S'ils sont complémentaires, comment se fait-il que Vénus et Mars soient tous les deux favorisés au printemps et tous les deux favorisés à l'automne? Puisque Vénus est en balance en l'automne, Mars en scorpion en automne, ils sont donc tous les deux bien en l'automne, ils sont tous les deux bien au printemps. Oui. S'ils sont de nature différente, il y en a un qui devrait plutôt être bien au printemps, l'autre qui devrait plutôt être bien en automne. Et pas tous les deux à la fois. Non, je vois pas le... Oui. Non, je vois pas le... D'accord. Alors, je n'ai pas bien compris ce que... Non, mais d'autre part, est-ce que vous qui êtes justement aussi relativement bien sur Terre, les nouvelles planètes, ça ne vous gêne pas qu'on mette des planètes invisibles, que les anciens ne connaissaient pas, que les agriculteurs ne connaissaient pas Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Par exemple, pour étudier les courses de chevaux, je l'utilise très peu. Ah, d'accord. Quasiment pas. Ah, très bien. Quasiment pas. D'accord. Évidemment, si un cheval qui s'appelle Uranus dans la course, je vais voir où est Uranus dans la course. Oui, c'est vrai. Mais sinon, non, c'est pas... Donc vous mettez pas tout le temps les nouvelles planètes. Non. Ça dépend quel type d'astrologie je pratique. L'astrologie mondiale, ça me paraît évident. Utiliser Uranus, Neptune. On a l'impression, en écoutant M. Richard, qu'il serait bien embêté si on n'était pas une nouvelle Oui, non, bien sûr. planète transsaturnienne. Il serait perdu, même. Oui. Mais en même temps, on se dit, mais alors nos prédécesseurs, pendant des millénaires, ils ont essayé de faire de l'astrologie sans ces nouvelles planètes. Oui. Et ils y arrivaient très bien. Et ben voilà. Donc c'est quand même une question aussi qu'on peut se poser. Ah oui, bien sûr. D'autant plus que ces nouvelles planètes, on n'a pas eu le temps de s'y habituer. On ne les a pas intégrées, on ne les voyait pas, ça ne faisait pas partie du paysage.
Donc, moi, je leur attribue pas de domicile, par exemple. Même pas Uranus. Non. Oui. Non, mais voyez-vous, on arrive à faire ressortir quand même quelque chose de... Ouais. Je suis pas convaincu par l'idée qu'Uranus soit maître des Verseaux. Oui, oui. Après, je suis totalement ouvert à tous les arguments pour le faire, mais je considère pas comme ça. Maintenant, ça ne me gêne pas que les autres le fassent. Et un autre sujet que je voudrais aborder avec vous brièvement, avant qu'on reprenne la réunion, c'est la question des éléments, des 4 éléments. Oui. Ça aussi, bon, alors vous qui êtes dans la campagne, les éléments, on les connaît. Par exemple, le feu, prenons le cas du feu. Quand est-ce qu'on a besoin du feu? Au cours des saisons, quelle est la saison où on a le plus besoin du feu? C'est pas qu'on en a besoin, c'est que il est là, quoi. Là, on en a besoin pour se chauffer, on a besoin pour s'éclairer. C'est la nuit. La nuit, on a plus besoin de s'éclairer que le jour. Oui. Parce que le jour, il y a une lumière qui est donnée à tout le monde, qui est gratuite. L'hiver, on a plus besoin de se réchauffer que l'été. Oui. Donc le feu serait plus utile dans les mauvaises saisons que dans les bonnes saisons. C'est vrai. Mais si c'est la mauvaise saison, c'est justement parce qu'il y a moins de feu. Oui. Ben non, justement. Il y a plus de feu, mais il y a moins de soleil. Le soleil n'est pas forcément le feu. Oui. Mais ces éléments-là, c'est fonction du cycle du soleil. Expliquez-moi, je comprends pas très bien. Pourquoi les éléments sont en rapport avec le cycle du soleil? Ben, tout part du soleil, en fait. Oui, mais par exemple, on peut dire que le feu, c'est pour remplacer le soleil. Non. De même qu'une horloge, c'est parce qu'on ne voit pas le ciel, donc on a besoin d'une horloge éventuellement. Permettez-moi de vous contredire là. Mais je vous écoute, monsieur. Vous avez pour moi, le feu vient du soleil. Bien sûr qu'il vient du soleil, quelque part, puisque on peut créer du feu en utilisant une loupe ou je sais pas quoi. Mais néanmoins, on est d'accord, quand il y a un énorme soleil, il n'y a pas besoin de feu. Le feu, c'est un succès. Non, il est présent. Oui, il est présent. Oui. Mais on est d'accord quand même que... et quand il fait froid, c'est parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Oui, et donc à ce moment-là, on met du soleil artificiel. Ouais, si on veut, mais non, c'est pas... On met une sorte de substitut de soleil. Ouais, si on veut, mais ça n'a plus rien à voir avec l'astrologie, là. Ben, si, puisque l'astrologie, elle est... Alors justement, je ne sais pas si vous avez entendu parler des anciens calendriers. Les anciens calendriers, les riches qu'on appelle les livres d'heures, on représente les 12 mois de l'année par des activités de la vie quotidienne. Oui. Hein, il y a le mois des moissons, il y a le mois des vendanges, il y a le mois où on tue le cochon, enfin je sais pas, vous comprenez? Bon, ben voilà, ben ça c'est quelque part, le zodiaque est né un peu de ça, de certaine manière. À moins que vous ayez une idée sur d'où vient le zodiaque, même la succession des signes zodiacaux, même l'enracinement du zodiaque, originellement, il y a eu pas mal de modifications, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est lié, les 12 signes zodiacaux seraient issus des 12 mois de l'année. Oui. Donc en conséquent, ils suivent le rythme. Qui sont en fonction du cycle solaire. Et bien justement, donc c'est pour ça que par exemple, au mois de janvier, on voit des gens chez eux en train de se réchauffer, et qu'au mois qu'en été, on voit des gens en train de se promener dans la nature. Oui. Voilà. Et bien c'est justement, ce cycle solaire, il connaît des variations. Oui. Il y a des saisons où le soleil est plus puissant qu'à d'autres. Et donc par conséquent, vous voyez bien qu'on ne peut pas mettre... Il y a des planètes qui sont plus apparemment en affinité avec l'hiver, avec l'automne. Des planètes lourdes, des planètes qui sont au-delà, qui dépassent la dimension Soleil-Lune, comme Jupiter, Saturne, etc. Et donc par conséquent, c'est plus les mêmes lois. Par exemple, regardez, quand il fait beau, bon, ben, on peut respirer, on peut se réchauffer, personne n'a pas besoin de... On ne rationne pas. On ne rationne pas le soleil, l'air. Alors que dès qu'on est en hiver, il y a un rationnement, il y a une privation, il faut répartir la nourriture, puisque ça ne pousse plus, donc tout dépend de ce qu'on aura conservé. Donc ce n'est pas les mêmes mentalités. Non. Vous auriez tendance à rapprocher les signes des saisons?
Disons, celui-là, il est plutôt du printemps ou du type été, ou non, c'est plutôt le signe. Ça, je vois pas bien. Vous pourriez dire, est-ce que vous voyez des similitudes entre des gens qui sont du printemps, par exemple? Des gens qui sont nés dans des signes de printemps. D'accord. S'il y a une dominante. Il y a des bruits. Oui, Voilà, oui, c'est pas le même état d'esprit, forcément. Oui. Donc, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde des bouquins d'astrologie, on ne voit pas grand-chose dans ce domaine, voyez-vous. Des bouquins qui nous parlent des 4 saisons en rapport avec les 3 signes de chaque saison et les planètes de chaque saison. Peut-être dans les livres qui paraissent maintenant, mais il y en a quand même dans la littérature astrologique qui parlent de ça. Alors, pour revenir aux 4 éléments, par exemple, si j'étais un élève, les 4 éléments, feu, terre, air, eau, est-ce que vous ne croyez pas, par exemple, qu'on pourrait associer un signe, un élément à une saison? Excusez-moi. Allô? Donc, vous avez un schéma qui semble plus montrer, par exemple, je ne sais pas, que l'air, c'est plus telle saison, ou le feu, ou l'eau plus telle saison. Vous les reliriez comment, comme ça, en 1 minute? Je sais pas, je ne comprends pas bien. Une analogie entre les 4 éléments. Vous avez 4 éléments, 4 saisons. Oui. Donc on pourrait se dire, tiens, chaque élément va correspondre à une saison. D'accord, oui. Et oui, si on fait à ce jeu-là, qu'est-ce que vous proposeriez comme corrélation? C'est quoi? Alors par exemple, le feu, c'est l'élément de l'été, par exemple. Voilà, ouais. Parce que c'est le lion. C'est le signe fixe qui détermine le... Non, c'est parce que c'est le maximum de... Et les autres, pour les 4 éléments, le maximum de puissance. Et les 3 autres éléments, vous les répartiriez comment? L'air au printemps. D'accord. L'eau à l'hiver et la terre à l'automne. D'accord. Ouais. Bon, bah, écoutez, vous le dites comme ça ou c'est quelque chose que vous pourriez faire un tout petit effort pour m'expliquer pourquoi vous attribuez à l'automne tel élément j'ai dit l'automne haut. Oui, enfin, je veux dire... Et la terre en hiver. C'est intuitif ou c'est... Non, c'est fonction du cycle solaire. Oui. Il y a un maximum de froid l'hiver. Donc, il faut... si il ne fait pas l'hiver, c'est la Terre qui l'emporte. Voilà, ouais. Donc il fait un maximum de chaud l'été, donc il faut mettre du feu, bien que c'est un paradoxe. Non, c'est pas qu'il faut mettre, c'est il est là. Oui. C'est ça la différence. Je crois que depuis qu'on discute tout à l'heure, vous inversez les choses. Les choses sont là. Oui, d'accord. On les met pas là, elles sont là. Et non, on les prend là où elles sont. Non, mais le problème, c'est que, par exemple, on revient sur la question du feu. Il se trouve qu'effectivement, quand on regarde les traditions populaires, les signes où on met du feu, on voit des gens en train de se chauffer, c'est les signes d'hiver. Oui, c'est tout. Donc, parce qu'il n'y a pas de feu. Donc on pourrait demander si c'est justement le feu n'est pas à apporter aux signes auxquels il manque. Et non pas aux signes auxquels Mais c'est parce qu'il n'y en a pas qu'on cherche à se chauffer. Justement, donc on pourrait effectivement leur proposer du feu, non? Ah bah, libre à vous de leur proposer, oui. Oui. Mais moi, ce que je constate, c'est que l'hiver, il y a moins de feu que l'été. Ah, absolument, oui. Ouais. Donc, le tempérament feu n'est pas en analogie avec l'hiver, quoi. Non, mais si en revanche, on regarde comment les êtres humains vivent, comment ils s'organisent, leur habitat, on s'aperçoit que c'est l'hiver qui se mettent à l'abri, qui se mettent dans des maisons, qui se réchauffent. Normal. Eh bien, si l'astrologie... La vie, il n'y a pas de vie sans feu. Oui, mais si vous naissez si vous êtes quelqu'un de l'hiver, vous allez donc avoir besoin du feu. Et donc le feu fera partie de votre vie quotidienne, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc vous n'en avez rien à faire de savoir si le feu est une symbolique du soleil. Vous dites, moi j'ai besoin du feu parce que il fait froid, et au printemps j'ai pas besoin de feu parce que et le soleil est là pour y remédier. Oui, mais là ça n'a plus rien à voir avec l'astrologie. Au contraire, si l'astrologie est fondée sur la mythologie, qui est une représentation de la réalité sociale, oui, bien sûr, sur la vie des sociétés, sur la vie des gens au cours des mois, eh bien, il faut regarder comment les gens vivent. Oui, bien sûr, oui. Donc c'est pas
eh ben, il se trouve que les personnages... Mais c'est pas parce que les gens ont besoin du feu l'hiver que le tempérament feu va être puissant en hiver. Non, mais ça fait partie de leur environnement en tout cas. Oui, bien sûr, oui. Mais... Et ils n'ont pas besoin, ils ne seront pas en recherche de feu puisqu'ils en ont. Alors que par exemple, l'été, quand vous respirez mal, en effet, on a besoin d'air. Ouais. Oui, bien sûr, mais... On a besoin de... Oui. La question de savoir, si vous parlez de dépassement, ben, les gens, c'est important ce dont ils ont besoin. Après c'est autre chose, mais là on parle de la base. D'accord. Ouais. Bien écoutez, je ne veux pas vous retarder, merci beaucoup, Merci. très instructif. Ouais.